Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de SaaS Makers. Alors aujourd'hui ça va être un épisode qui a été pas mal demandé parce que j'avais fait un petit sondage rapidement sur YouTube il y a 2 mois sur les sujets de vidéos que les gens préféraient obtenir. Et l'un des sujets qui était revenu le plus souvent c'était l'acquisition des premiers utilisateurs pré-PMF, donc pré-Product Market Fit. J'ai passé un... C'est pas un épisode que je voulais traiter tout de suite parce que j'attendais d'avoir suffisamment de matière pour pouvoir faire quelque chose qui soit assez quali avec pas mal d'exemples. Et donc je me suis dit que ce serait l'occasion de le faire maintenant, puisque j'ai pas mal d'exemples, beaucoup d'informations, et surtout on va pouvoir un peu regarder en détail comment différents SaaS, différentes startups ont pu réussir à obtenir leurs premiers utilisateurs, ce qui est souvent je dirais quelque chose qui nécessite beaucoup d'efforts au début et qui peut nécessiter de mettre beaucoup d'énergie pour finalement obtenir ses premiers utilisateurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on a des exemples, ça va permettre de pouvoir facilement gagner du temps parce qu'on va pouvoir se dire ah tiens lui il a fait comme ça, peut-être que je pourrais plus ou moins copier cette stratégie là en l'adaptant à ma manière. Et pour acquérir ses premiers utilisateurs, on va traiter dans un premier temps du mindset, de toutes les bonnes pratiques et les bons concepts qu'il est important de garder en tête lorsque l'on est dans cette démarche là. On va regarder un petit peu après depuis, comment certaines personnes ont réussi à partir des réseaux sociaux et des communautés de LinkedIn, et cetera, à obtenir un premier boost qui leur a permis de pouvoir récupérer ses premiers utilisateurs et itérer sur le produit. On va regarder aussi un petit peu, comment Product Hunt a joué une carte, assez intéressante dans la vie de plusieurs SaaS, surtout en pré-product market fit. Hem, L'inbound, la SEO et les webinars. On va parler aussi un petit peu d'outbound et de tout ce qui est les salons, donc les salons physiques. Comment beaucoup de SaaS finalement ont réussi à capitaliser sur ces 2 canaux pour pouvoir acquérir leurs premiers utilisateurs et leurs premiers clients pour certains. Et enfin, on parlera des réseaux personnels et du bouche à oreille. Alors, je pense que la première partie et ce qui me semble être le plus, important quand on démarre un SaaS, c'est qu'il y a différents concepts qu'il ne faut absolument pas oublier. Alors, il y a une différence fondamentale entre la traction et la croissance. En fait, si vous voulez, ce qu'on cherche au début à obtenir dans son produit, c'est d'acquérir ce flux continu d'utilisateurs qui vont nous permettre d'itérer progressivement et de nous rendre compte si la boussole est ajustée dans la bonne direction. Ce qui est rarement le cas au début. Et très souvent, en fait, on va pivoter, on va itérer, on va rajouter des fonctionnalités. Et ces premiers utilisateurs sont vraiment extrêmement critiques. Ils ont une valeur extrêmement importante sur le produit, pour la simple et bonne raison que sans eux, on n'est pas capable de trouver le nord. Et surtout, on n'est pas capable de pouvoir itérer suffisamment pour qu'on arrive à avoir un bloc de valeur suffisant sur son SaaS qui va nous permettre de pouvoir faire switcher des personnes d'un SaaS existant à un autre. Parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, l'industrie du SaaS, elle est quand même assez compétitive. Il y a beaucoup de solutions qui existent. euh, et souvent, il va falloir atteindre un niveau de valeur suffisant où il va falloir faire un truc extrêmement bien pour que les gens nous donnent leur attention. J'écoutais un podcast par exemple ce matin sur SaaS Connection qui parlait de Thibaut Elzière, donc le créateur de eFounders. Il racontait en fait que quand on installait une application qui réinventait le client mail, on lui donnait 5 minutes de son temps, pas plus. C'est-à-dire qu'on installait l'application, on faisait les connexions, on connectait son Gmail, son Outlook ou ce qu'on veut, et puis on regardait si ça fonctionnait. Puis en fait, si jamais ça marchait pas, en fait on la dégageait et on n'y revenait plus. Et ces 5 minutes de son temps qu'un utilisateur est prêt à nous donner, c'est quelque chose qui va avoir énormément de valeur pour un quelqu'un qui démarre un SaaS parce qu'il va pouvoir très vite voir, en fait, où sont les failles. Mais en même temps, ça montre aussi à quel point, il va falloir être extrêmement agile et pouvoir, obtenir ce utilisateur continu de manière à itérer. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à faire au début. Ce flux d'utilisateurs continu qui est souvent avant le product market fit, c'est ce que j'appelle moi souvent la phase de traction. On cherche à avoir de la traction. On cherche à faire venir du monde, à itérer et atteindre le product market fit. Et quand on a le product market fit, ce qu'on pourrait souvent se représenter comme avoir le vent, c'est-à-dire que c'est comme sur un bateau en fait, on a le vent qui nous pousse. On n'est plus en train de se battre contre le vent, c'est-à-dire que tout est beaucoup plus facile. Euh, Derrière là, on aborde des phases de croissance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les stratégies d'acquisition qui sont pré-product market fit et post-product market fit, elles n'ont rien à voir. Très souvent, même les choses qu'on apprend dans l'acquisition pré-product market fit, elles n'ont absolument rien à voir avec les connaissances vont même pas nous servir en fait sur du post-product market fit parce qu'on va être dans des notions d'échelle qui vont être différentes.
Il y a, une anecdote que j'avais entendue des mecs qui bossaient chez Blablacar qui racontaient, je crois que c'est Guillaume Cabane qui en parlait, qui disait qu'en fait les mecs qu'il avait rencontrés chez Blablacar, la plupart des notions d'acquisition qu'ils ont apprises, en fait quand le produit est passé à l'échelle, ça n'avait plus aucun intérêt parce que en fait le scale n'était plus tout le même et ça devenait totalement impertinent en fait de refaire la même chose. Donc là, on va rester vraiment concentré dans cette vidéo sur les stratégies d'acquisition qui vont être pré-product market fit. Donc faut pas voir ça comme un. Il y a peut-être des choses qui marcheront après sur du post-product market fit, hein, mais là, on va vraiment se concentrer là-dessus. Donc, la différence, c'est que là, on va chercher à obtenir une phase de traction. On n'est absolument pas dans une phase de croissance. Ce qu'on cherche, c'est de la traction, c'est-à-dire ce flux continu d'utilisateurs qui vont nous permettre d'itérer. Sur les niveaux du mindset, le plus important, c'est la distribution. C'est bien beau d'avoir une idée très stylée, mais si personne n'entend parler, cela ne sert à rien. Et je pense que c'est une erreur que l'on fait tous dans le SaaS, c'est-à-dire que surtout quand les gens qui font du SaaS sont souvent des gens qui aiment beaucoup faire le produit. C'est pour ça que j'adore les gens dans le SaaS, moi, parce que c'est des mecs qui ont plein de chapeaux, qui kiffent faire du produit, qui adorent optimiser les funnels. Enfin, ça nécessite plein de chapeaux. Et ça, c'est passionnant, mais ça me laisse aussi beaucoup de gens qui peuvent tomber dans l'erreur de, bah, je fais pas de marketing en fait. Et si tu te concentres pas sur la distribution, malheureusement, tu n'auras pas un SaaS ton SaaS risque d'aller beaucoup moins vite. Finalement, c'est pas grave en fait. Ce qui est important à comprendre dans l'acquisition de ces premiers utilisateurs, c'est que ce flux continu, il va te permettre de voir plus rapidement quand est-ce que tu te trompes. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir la valeur en fait parce que bah tu fais venir 300 personnes sur ton site et au bout d'un moment tu vois qu'il y a personne qui s'inscrit ou personne qui paye. Ce qui arrivait à un pote d'ailleurs, il avait il avait lancé un SaaS et il y avait plein de gens qui venaient sur la homepage mais personne s'inscrivait. Bon là tu sais qu'il y a un problème en fait. Et qu'il va falloir itérer, continuer à itérer. L'autre point important, c'est que dans ces phases pour l'acquisition de ces premiers utilisateurs, alors on va être un peu long sur la partie mindset, mais c'est très important de la garder en tête parce que je pense que si on comprend pas ça, on peut perdre du temps. Quand on est dans une phase d'acquisition de ses premiers utilisateurs, il faut se concentrer sur un seul canal d'acquisition. Je sais qu'il y a des contre-exemples et qu'il y a des gens qui ont très vite mis en place plein de canaux, mais je pense que c'est déjà tellement difficile que dès que l'on trouve un canal qui fonctionne, on reste concentré dessus et on essaye de l'optimiser pour que ce flux continue à arriver en fait. Il y a toujours du monde qui arrive dans le pipe. Ça sert à rien de jouer sur tous les tableaux. Si vous êtes et surtout prenez un canal d'acquisition dans lequel vous êtes bon. Si vous êtes bon en contenu, faites de la stratégie de contenu avec derrière, et j'ai des exemples sur ça, avec derrière de la distribution sur les réseaux sociaux. Mais n'allez pas vous perdre à vouloir être à la fois sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, plus faire de l'outbound, plus faire. Non. Prenez un truc que vous faites bien et restez concentré dessus. Au début, il faut chercher 10 clients, puis 20, puis 50, puis 100. Il faut y aller pas à pas et rester concentré sur des objectifs qui sont atteignables. Car avec le SaaS, ce qui est formidable, c'est que les couches s'empilent et il y a du bouche-oreille qui se crée. Là aussi encore, il va pas falloir être trop ambitieux au début quand on veut des premiers utilisateurs. Ce que l'on cherche, c'est d'abord se donner des objectifs très simples. Ok, comment est-ce que je fais pour arriver à mes 10 premiers inscrits? Comment est-ce que je fais après pour m'arriver à mes 20, puis à mes 50, puis à mes 100? Et là, en plus, les expériences qu'on va montrer après, euh, on va les optimiser pour passer ces différents paliers. Mais il y a une notion d'objectif qu'il faut qu'il soit vraiment très atteignable. L'autre point aussi, et ça c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'il faut savoir se disqualifier quand on sent qu'une lead va nous poser plus de problèmes qu'autre chose. Alors, je vais augmenter la taille pour que chacun puisse voir plus facilement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça comme ça. Il faut savoir se disqualifier quand on sent qu'une lead va nous poser plus de problèmes qu'autre chose. Quand vous voyez que vous avez des personnes qui arrivent sur votre produit qui ne sont absolument pas dans votre ICP, ça je le répète tout le temps dans les vidéos, ne perdez pas du temps avec. Euh, Ça peut arriver qu'on se trompe d'ICP, même c'est très souvent, hein. Mais quand on est dans ce flux continu, en fait, si vous voulez, le feedback initial, il va tellement être important parce que c'est ce qui va définir votre itération qu'il faut absolument pas qu'il soit contaminé par des mecs qui sont absolument pas dans votre site soit parce que en fait ils ont pas d'argent. Vous savez que c'est des mecs qui paieront jamais sur votre produit. Ça, il y en a beaucoup. Ça peut être des types qui sont pas du tout dans votre site parce qu'ils ont des boîtes qui sont 100 fois trop grosses pour ce que vous voulez faire au début. Enfin, ça peut être plein de choses. Donc il va falloir faire très attention à ça.
D'où le fait qu'il va falloir aussi choisir son canal d'acquisition en conséquence. On ne meurt pas à cause d'un manque de clients et pas de ses concurrents. Voilà, on meurt à cause d'un manque de clients et pas de ses concurrents. Le manque de différence, c'est aussi ce qui fait sombrer dans l'indifférence et qui tue les boîtes. Ça aussi, c'est une erreur que beaucoup de gens font lorsqu'ils font un SaaS, c'est qu'ils sont trop focus sur la concurrence. Et même souvent, on le voit, ils mettent du coup des tarifs qui sont très bas. Parce ils se disent, ouais, il y a tellement de gens sur ce marché-là, ils font des produits qui sont mieux que moi, donc je mets des tarifs qui sont volontairement bas. Alors, ça peut fonctionner, hein. On peut convaincre des gens de nous rejoindre parce qu'on a un tarif plus bas. Mais là encore, je pense que quand on lance un SaaS, faut absolument pas trop au début chercher la concurrence. Faut plus se dire, ok, je suis en concurrence avec moi-même. Comment est-ce que je fais le meilleur produit? Comment je fais un truc et que je le fais extrêmement bien? Et la concurrence, franchement, ça doit pas occuper plus de 1% de votre charge et de votre réflexion. Ça doit absolument pas être une charge mentale. La concurrence, on s'en bat les couilles. La vérité, c'est que c'est pas du tout un truc qui est important au début et que du coup, euh, ça, c'est une erreur que je vois très souvent. Au début, ils ont commencé donc leur site en français pour simplifier l'acquisition client à la main et itérer. Là, bon, ça c'est chacun voit midi à sa porte. Vous n'êtes pas obligé de faire votre site, mais uniquement en français. Il y a plein de potes qui le font directement en anglais. D'ailleurs, c'est souvent un conseil qu'on donne, hein, ça permet de s'internationaliser. Bon, la vérité, c'est que c'est pas très difficile hein, sur un SaaS de mettre un système d'internationalisation pour avoir toutes les langues. Mais je trouve ça bien, par contre, de se dire que, euh, ok, au début, les 10 premiers clients, si je parle français, pourquoi pas aller les chercher direct sur une localisation bien particulière parce que je sais que je vais être plus convaincant en démo, je sais que je vais pouvoir plus avoir de punch dans ma répartie. Vous pouvez faire cette stratégie. Et vous pouvez même, d'ailleurs, on en parlera dans la partie réseau personnel, cibler les gens par un pays particulier ou même une ville. Au début, les gens ne revenaient pas, il n'y avait pas cette valeur initiale qui permettait de les faire revenir. Ils se sont aperçus que la cible ciblée, donc c'était les DAF, n'était pas la bonne cible, mais que au contraire, les gérants de PME, pour qui la trésorerie était une problématique encore plus importante, étaient beaucoup plus actifs. Et sur ces petits clients, ils se sont rendus compte qu'ils revenaient, ils étaient beaucoup plus incisifs sur les retours, etc. D'autant qu'ils étaient tous sur Excel. C'est pour cela qu'ils ont récupéré leurs premiers utilisateurs. C'était Agicap et c'était Sébastien Bayet qui disait ça. Donc là, on est typiquement dans une logique. C'est pour ça qu'en fait, lorsque l'on veut acquérir ses premiers utilisateurs, il faut définir un ICP. Et cet ICP-là, il peut être amené à changer. C'est pas très grave. On va s'en rendre compte, en fait, assez vite, par ce flux de personnes qu'on va faire venir, et qui fait qu'un jour, on va faire venir, bah, là, du coup, euh, un gérant de PME, dans leur cas, et qui est absolument pas dans la cible ciblée, parce qu'il va entendre parler d'une autre solution par bouche à oreille, etc. Et là, on va se rendre compte que Pascala est beaucoup plus pertinent que les DAF, en fait, parce qu'il paye direct, et puis ça arrive plusieurs fois, et en fait, on se rend compte que, bah ouais, là, on va peut-être ajuster la stratégie d'acquisition. Donc, il faut être, quand vous voulez acquérir vos premiers utilisateurs, il va falloir être le plus ouvert d'esprit possible. On est dans une logique de faire venir les gens, d'itérer, mais attention, à aucun moment, ça veut dire que les gens qu'on fait venir sont la cible idéale. Donc, il y a vraiment une phase. Et c'est même pour ça d'ailleurs que je pense que les gens qui sont assez bons pour passer de 0 à 1 sont absolument pas souvent ceux qui sont très forts pour passer de 1000 à 100 millions. Euh, Parce que c'est vraiment des compétences très différentes. Quand on veut passer de 0 à 1, il y a vraiment une phase d'expérimentation, une phase d'agilité, une phase de... on est sans cesse de recherche, d'analytics tout le temps, euh, de feedback, pour essayer de comprendre, ok, comment est-ce que, quelles sont l'ICP qui est la bonne et comment je touche cette ICP-là en fonction de mes cartes et de là où je suis le meilleur en fait. Ils ont fait l'erreur de se focaliser uniquement sur le produit au début de leur boîte et de pas trop réfléchir à comment on va le distribuer. Ils ont pris une méga claque à Y Combinator avec ça. La question, c'est pas de savoir comment tu vas construire une énorme boîte dans 10 ans, mais est-ce que tu le sauras est-ce que tu seras encore là dans un an? Créer du software, ça coûte quand même énormément d'argent. Quand tu as des ingénieurs à payer, tu es dead by default. C'était Alexandre Louzy de Upflow qui disait ça. En fait, il y a un article intéressant de Paul Graham d'ailleurs ce sujet-là sur dead by default. En fait, c'est est-ce que vous êtes alive by default ou dead by default? Dans les grandes lignes, on est dead by default en fait si on arrête absolument de tout ce qu'on fait, c'est-à-dire au niveau du funding, etc. Et est-ce qu'on va mourir parce qu'en fait on ne peut plus payer les gens? T'es alive by default quand tu as un flux de revenus
qui fait que si jamais, par exemple, tu as pas de nouveaux clients, etc., qui arrivent, ou tu as pas de gens qui remettent au pot, tu continues à pouvoir vivre, en fait. Ton produit, tes coûts d'opération ne sont pas supérieurs à tes gains. Et c'est un concept aussi important à avoir et à garder parce que il y a une certaine, il y a lorsqu'on cherche à atteindre ses premiers utilisateurs, il y a beaucoup de choses manuelles à faire. C'est d'ailleurs un autre article qui est très intéressant, qui est Do Things That Don't Scale de Paul Graham, que vous pouvez lire si vous avez le temps. Il y a deux articles qui sont bien. Il y a Do Things That Don't Scale et 1000 True Fans, qui est aussi un autre article qui est très intéressant, qui explique comment on fait pour arriver à ses 1000 premiers fans. Mais ce que je raconte là, c'est qu'il va falloir mettre les mains dans le cambouis et faire beaucoup de choses manuelles. Il va pas falloir avoir des idées grandiloquentes où on va essayer de s'optimiser et de penser direct à comment on fait venir énormément de gens. Parce que la vérité, c'est qu'il faut quand même agiter les bras pour exister sur le net. Alors, voilà ce que j'avais à dire sur la partie mindset. Donc, dans les grandes lignes, il faut absolument se concentrer sur un seul canal d'acquisition, si possible celui dans lequel vous êtes le meilleur et qui va vous permettre de récupérer votre ICP. Il va pas falloir, il va falloir faire beaucoup de choses manuelles, etc., etc. Et bah, on s'en fout de la concurrence. Alors, dans les épisodes que j'écoutais et dans les interviews de SaaS, je me suis rendu compte à quel point les réseaux sociaux jouaient un rôle prépondérant dans l'acquisition des premiers utilisateurs. Et quand je dis un rôle prépondérant, c'est-à-dire que ça a été souvent un point d'inflexion pour beaucoup de SaaS. J'ai pris des notes à chaque fois que les gens en parlaient. Et puis en fait, à chaque fois, du coup, j'ai tapé un peu des keywords pour essayer de récupérer les passages qui étaient importants. Et je voudrais vous montrer un petit peu à quel point, si vous avez, à quel point LinkedIn et Twitter, ou même les places de marché comme Facebook Group ou les communautés, finalement, ce sont des endroits où il faut être présent pour pouvoir acquérir ses premiers utilisateurs et pour parler un peu de son produit. Par exemple, EpaBoot, ils ont fait un post LinkedIn en faisant croire que le produit existait. Si les gens étaient intéressés, ils n'avaient qu'à mettre un commentaire. Le post a super bien marché et a permis d'obtenir à peu près 150 démos. Ces 150 démos-là, elles ont été encore extrêmement critiques parce qu'elles leur ont permis d'itérer et de comprendre qui était leur ICP, pourquoi ils payaient, par quoi ils étaient intéressés et surtout du coup par comment prioriser les fonctionnalités de leurs produits. Pareil, Track, ils ont fait un sondage sur LinkedIn et ils ont récupéré à peu près 1700 personnes qui voulaient récupérer leur template qui permettait de pouvoir plus ou moins faire des. Alors, je me souviens peu exactement, mais c'est une sorte de calendrier pour créer du contenu en fait sur LinkedIn. Une sorte de template Notion pour aider à la création de contenu sur LinkedIn. Et donc, il y a quand même 1700 personnes qui ont commenté pour récupérer. Il expliquait du coup qu'il avait mis pas mal de temps à les contacter un par un pour pouvoir finalement les récupérer leur adresse email, pour pouvoir leur envoyer le template, etc. Mais ça a été extrêmement vertueux, quoi. Hein. D'un coup, tu fais une action qui te prend 5 minutes et bam. Favicon, en revanche, qui est une sorte de place de marché pour trouver des influenceurs et voir un petit peu leurs notes sur les réseaux sociaux. Ils ont eu beaucoup d'inscrits grâce à un post sur le groupe Facebook French Startup, en fait, où ils ont tout simplement dit qu'ils recherchaient des bêta-testeurs pour tester leurs produits gratuitement et obtenir du feedback. Et en faisant un ou deux posts, ils ont récupéré à peu près une centaine de personnes. Mark Copy, qui est un autre SaaS, ils ont beaucoup travaillé sur le building du public pour récupérer de l'attention, notamment sur Twitter et LinkedIn. Et ils faisaient une remarque d'ailleurs que c'est le trafic qui vient de LinkedIn baisse fortement l'été. Ça, c'est quelque chose que, voilà, là, à l'heure à laquelle je poste cette vidéo, on est en septembre, mais c'est vrai que cet été, c'était un peu plus calme que les mois précédents, ce qui est un petit peu logique. Donc, là aussi, c'est quelque chose le timing de post, quand même important. Peut-être mieux pour leur poster au mois de septembre. Ils ont fait beaucoup de vues aussi avec leur premier post LinkedIn qui redirigeait vers leur landing page. Swello, c'est pareil, hein, c'est LinkedIn et les posts organiques qu'ils ont fait qui ont été une parmi les meilleures sources d'acquisition pour eux. Clap, c'est pour obtenir leur premier utilisateur, ils ont fait une annonce sur LinkedIn de leur bêta privée, donc c'est pareil, hein, une stratégie similaire à celle qui a été définie par Favicon.
On a aussi Freebie qui alors c'est des exemples un peu différents, mais ils ont aussi sorti les réseaux sociaux en même temps pour créer, une présence, avant même que le SaaS il soit déployé. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà créé toutes les pages sur les différentes, les différents réseaux sociaux et c'est grâce à ces réseaux sociaux qu'ils ont acquis du trafic au début sur leur blog et notamment en partage qu'ils ont fait sur les groupes Facebook. Alors eux, ils ont utilisé une stratégie un peu différente, c'est-à-dire qu'ils écrivaient des articles qui étaient destinés aux freelances et ils se servaient des réseaux sociaux pour pouvoir, finalement les poster et derrière, récupérer du trafic dans les groupes Facebook et dans LinkedIn et cetera, pour faire rediriger sur le blog et après sur le blog, ils avaient toutes des stratégies de lead magnet, pour pouvoir, récupérer les emails et cetera. Donc là, vraiment, on a une stratégie de et ça, c'est quelque chose qu'ils ont renouvelé régulièrement pour faire venir ce flux continu d'utilisateurs et ils ont même fait ça avant même d'avoir un produit, hein. Il s'est aussi mis en avant en s'appelant Monsieur Freebie pour créer de la confiance et de la proximité parce que les humains aiment les humains et ça ouais, ça c'est totalement vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien les vidéos, YouTube et compagnie parce que ça permet de alors j'ai pas les stats, hein, mais j'imagine que finalement la proximité que tu crées avec une vidéo YouTube est bien plus forte qu'avec un article de blog ou n'importe quoi. Même les podcasts aussi, ça crée plein de proximité. Souvent, bah, d'ailleurs, parce que c'est des contenus très longs. Mais il y a la différence que les podcasts, on voit pas la personne. Euh, et surtout, il y a un truc absolument génial, et je le vois sur cette chaîne-là d'ailleurs, c'est que les vidéos que tu postes, qui t'as posté il y a 4-5 mois, bah, en fait, elles continuent à faire des vues. Et si on va dans l'application d'analytics de YouTube Studio, et qu'on clique sur une vidéo et qui marche pas mal et qu'on fait watch time, en fait, on voit que le watch time il explose au début. Ça fait une énorme pic en fait, un peu sous forme d'exponentielle. Et puis après, en fait, ça fait une droite. Et ça, cette droite-là, elle est absolument extraordinaire parce que ça veut dire que en fait, plus le temps passe et elle bouge pas, hein, c'est continue en fait à faire venir du monde. Bah, tu te dis que ça continue à récupérer de l'attention, quoi. Alors, il y a aussi autre chose à faire quand on est dans une stratégie de réseaux sociaux qui peut permettre de pouvoir récupérer du monde. C'est les stratégies par influenceur. J'ai 2 exemples sur ça. Alors le premier c'est de Freebie. Ils ont aussi fait appel à des influenceurs pour créer de la confiance. Ils se sont même construit une petite liste de personnes influentes qui parlaient du freelance, mais ils devaient être, des utilisateurs de leur solution. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, ces influenceurs, ils devaient utiliser Freebie à leurs propres usages. Ce programme d'ambassadeur a été une composante extrêmement importante de leur acquisition et il y a même une personne aujourd'hui qui s'en occupe à temps plein. C'est-à-dire qu'ils ont recruté quelqu'un qui s'occupe de gérer, du coup, toutes les relations avec les influenceurs. Je me souviens qu'ils avaient sponsorisé sur YouTube des gens, mais ils l'avaient aussi probablement fait sur Instagram et cetera. Et ça, c'est des stratégies qui peuvent avoir beaucoup d'impact. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la croissance, tu as 2 manières de faire la croissance. Soit tu grossis au travers des réseaux d'autres personnes, soit tu grossis au travers de ton propre réseau. Quand je dis grossir au travers de ton propre réseau, c'est au travers de ses propres utilisateurs. Quand un utilisateur de ton produit parle de ton produit à un de ses amis, tu grossis au travers de ton propre réseau. Quand il partage, un lien d'affiliation avec quelqu'un d'autre, tu grossis au travers de ton réseau. Le problème, c'est qu'au début, tu as pas de réseau. Au début, ce que tu cherches à faire, c'est comme on disait, obtenir l'attraction, c'est ce flux continu utilisateur qui va te permettre d'itérer. Mais t'as pas en fait de réseau. C'est pour ça que très souvent, d'ailleurs, les, c'est assez rare de voir des programmes de viralité enfin, je dis peut-être des bêtises, mais en B2B, j'ai pas vu énormément de gens qui ont grossi au début, tout simplement avec leurs utilisateurs. Ou sauf s'ils tapent direct le product market fit. Parce que du coup, le product market fit fait que tu vas générer un bouche à oreille. Mais après product market fit, ce que tu veux, c'est récupérer du monde. Et donc, très souvent, tu vas essayer de grossir au travers d'autres réseaux, enfin, de réseaux d'autres personnes. Et les influenceurs, finalement, c'est des OPN, des Other People Network. Et c'est ce qu'ils ont fait Freebie. Alors, Favicon, ils ont aussi utilisé cette stratégie-là. Et ça a été un peu plus facile pour eux, puisque finalement, c'est ce qu'ils vendaient. Et je crois qu'ils le font encore aujourd'hui, c'est toujours un des trucs qu'ils font énormément. Et ils sont passés au début par des affiliés, c'est-à-dire des influenceurs. Et ils ont fait un système de commission qui passait par des coupons, où les gens en fait récupéraient 15 à 30% d'une vente mensuelle qu'ils faisaient. Et au bout de 3 mois, ils étaient à une trentaine de clients. L'affiliation est aujourd'hui toujours leur premier canal, ce qui représente à peu près la moitié du chiffre d'affaires. Alors, je ne sais pas si c'est toujours vrai, hein, parce que c'était en 2022 ou 2021 que j'avais écouté ça. Ce qui est bien aussi, c'est que les influenceurs écrivent du contenu, du coup, ça te donne des backlinks. Ce qui est grimpé aussi en SEO et ce qui crée tout un cercle virtueux au niveau tout ce qui est l'inbound marketing. Donc là, on voit vraiment 2 stratégies différentes. On voit du sponsoring et on voit de la stratégie d'affiliation de marketing.
Loomly, qui est une solution SaaS qui permet de pouvoir plus ou moins créer des calendriers éditoriaux pour les réseaux sociaux. Il expliquait qu'ils ont partagé leurs produits dans des groupes Facebook et LinkedIn pour qui étaient destinés à des community managers et le retour a été extrêmement prometteur en mode shut up and take my money. Donc là encore un exemple, hein, de à quel point il ne faut absolument pas hésiter à poster dans les communautés. Livestorm, ils ont une stratégie un peu différente qui s'est basée un peu sur Twitter. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté des utilisateurs de leurs concurrents qui postaient automatiquement leurs webinars sur Twitter. Et ils les scrapaient et derrière, ils essayaient de les contacter soit par direct message ou par email ou je sais pas par quel autre moyen. Parce qu'ils avaient un de leurs concurrents qui, à chaque fois qu'il y avait un webinar qui était fait par un de leurs utilisateurs, en fait, il était automatiquement posté sur Twitter avec son hashtag. Donc, tu pouvais les récupérer. Et donc, ils arrivaient à identifier comme ça les gens qui utilisaient une solution concurrente qui était un truc en plus un petit peu dégueulasse où il fallait que tu installes le logiciel de webinar sur chez toi, etc. Et donc, eux, ils arrivaient avec une solution où c'était tout dans le navigateur, tu n'avais rien installé, etc. Donc, c'était beaucoup plus facile de pouvoir les contacter, de leur dire qu'ils avaient un meilleur produit et pourquoi pas essayer de tester gratuitement leur solution pour obtenir du feedback. Jean Dubrul, donc le fondateur de Mail Meteor, il expliquait aussi que il postait régulièrement sur Indie Hacker et Reddit, et les communautés Slack et Telegram, Betalist et 10words.io. Donc c'est on va dire des sortes de communautés où les gens s'organisent par channel. Et ces communautés-là, elles sont extrêmement intéressantes, donc soit Reddit, Indie Hacker et compagnie, parce que elles permettent très vite de voir si on a un product market fit. Pareil pour Product Hunt, on en parlera un peu tout à l'heure, mais ces plateformes-là, quand il y a un truc qui pète dessus, bah, très souvent, c'est que en fait, il y a vraiment un vrai besoin et une attention particulière qui est donnée. Surtout en plus quand on n'a pas forcément essayé de hacker le bot. Donc, j'aime bien ces plateformes-là. Il ne faut pas hésiter à poster régulièrement et à monitorer aussi ce qui se poste dessus dans les canaux bien définis, parce que c'est des formidables révélateurs de product market fit. Drop Contact ont aussi obtenu leur premier utilisateur depuis les groupes Facebook et Slack. J'ai aussi mis un autre exemple pour Livestorm, c'est qu'ils ont récupéré pas mal de clients depuis Quora sur le channel Conferencing. Donc Quora, hein, c'est un endroit où les gens peuvent poser des questions et les gens y répondent. Et c'est organisé sous forme de channel aussi. Et donc il y a un channel qui s'appelait Conferencing, qui était totalement pertinent pour eux puisqu'ils vendent une solution de webinar. Et il s'est buté à faire des pavés pour répondre à chacune des questions qui étaient intéressantes pour les rediriger vers Livestorm. Et mine de rien, ça a pas mal marché et les questions ont fini par être mises en avant. Cette technique a donc bien fonctionné et ça a été pour eux dans le top 3 des premiers canaux d'acquisition. C'est quelque chose aussi que j'ai vu sur Crisp quand j'y travaillais au début. Les premiers utilisateurs sont venus beaucoup de Quora aussi. Alors, je pense que ça a été pas forcément ça a sûrement été dans le top 3 ou top 5 des canaux d'acquisition pour eux, mais il y avait une qui était beaucoup plus intéressant, hein. Mais voilà, Quora est toujours un endroit qui peut permettre de récupérer un trafic ciblé. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est quelque chose qui est toujours recommandé, mais faut pas hésiter à jeter un œil parce que ça peut fonctionner surtout si vous avez une belle plume et que vous avez derrière des manières de pouvoir faire en sorte que vos posts remontent dans différentes questions. Livestorm, ils ont dit que donc les 3 canaux qui étaient intéressants pour eux, c'était donc Quora, on a dit, l'ASEO et aussi tout ce qui était powered by. C'est-à-dire que quand on faisait sur le landing page pour créer un webinaire, il y avait powered by Livestorm et quand les gens cliquaient dessus, bah, automatiquement ils étaient redirigés par la homepage de, de Livestorm et ça leur amenait un flux continu puisque les gens essayaient de promouvoir leur webinaire, donc ils leur généraient automatiquement une landing page. Ces visiteurs venaient sur la page, cliquaient sur le Powered by Livestorm et arrivaient sur la landing page et prenaient connaissance du coup de Livestorm. Ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie qui a été aussi mise en avant par Crisp et par plein d'autres stats, mais sur le chatbox de Crisp, quand tu es utilisateur gratuit, tu as Powered by Crisp. Donc les gens qui cliquent là-dessus, sur la chatbox, ils sont redirigés sur la page. Et ça, franchement, c'est un trafic qui est absolument puissant. Si vous êtes si vous vendez des widgets où vous avez l'opportunité de mettre en place ces stratégies-là, faites-le. Parce que franchement, ça va vous ramener une tonne de monde différente. Alors, beaucoup de gens très différents, très variés. Mais, mine de rien, c'est un canal d'acquisition comme un autre qui peut permettre de pouvoir
va accélérer tout. Axolo, ils ont aussi fait un truc sur les réseaux sociaux qui était intéressant. C'est que pour tester leurs produits, ils ont créé un Figma et un GIF animé et ils l'ont mis dans des groupes LinkedIn et Facebook d'entrepreneurs. Ok. Donc, ils ont créé un Figma avec toutes les maquettes de l'application qu'ils construisaient. Et ils ont fait aussi un GIF qui était animé pour le post LinkedIn. Donc, on voyait, j'imagine, quelqu'un qui naviguait entre les différentes interfaces. Cela a fait des dizaines de milliers de vues, ce qui leur a permis de comprendre qu'il y avait un intérêt. Donc, il expliquait 80 000 vues sur LinkedIn et une dizaine de bêta-testeurs et 300 emails qu'ils ont récupérés. Donc là encore, n'hésitez pas à faire un peu du fake it until you make it avec ces outils-là, hein, que ce soit Figma et compagnie ou tous les outils de prototypage, et à travailler sur le design, et puis après à faire un post LinkedIn en disant qui serait intéressé pour tester cette application-là. Nous travaillons en ce moment sur une application qui permet de faire X. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien-là et à vous inscrire si vous voulez être notifié d'avancées ou à commenter, encore mieux, à commenter en post pour qu'on puisse vous contacter et de manière à pouvoir, eh bien, tout simplement, tester la solution. Il est souvent intéressant de réfléchir sur quel réseau social notre persona ou le contenu qu'il consomme se trouve, passe le plus clair de son temps. Pour eux, c'était LinkedIn et c'est pour cela qu'ils ont investi des ressources, la plupart de leurs ressources sur ce réseau-là. Donc c'était Samia Moutawakil de Reveal qui expliquait que LinkedIn finalement était le réseau le plus impertinent pour leur ICP. Et j'insiste encore, n'essayez pas de jouer sur tous les réseaux sociaux. Euh, dans mon cas, par exemple, je m'applique exactement le conseil, hein. Moi, le réseau social que je préfère, c'est YouTube, si on peut considérer ça comme un réseau social. J'adore aussi, j'adorais Twitter. C'est tendance maintenant un peu à perdre un peu le charme que ça avait il y a 4-5 ans. Mais c'est toujours un bon réseau que je trouve intéressant, même si je passe pas beaucoup dessus. Et j'aime beaucoup aussi les newsletters, j'aime pas mal. LinkedIn, j'aime bien aussi, je poste dessus. Il y a un bon reach sur LinkedIn. Mais si je devais en garder deux, ce serait YouTube et LinkedIn. Vous voyez. Donc je vais pas m'aventurer sur TikTok, Instagram et compagnie. Non, je fais un seul réseau et je me concentre dessus. Et je pense que c'est la même chose pour la plupart des SaaS au début quand ils démarrent. Trouvez votre réseau et concentrez-vous dessus. Si vous êtes extrêmement bon sur TikTok et que c'est pertinent pour vous, faites du contenu pour TikTok. Et vous allez comprendre au fur et à mesure en postant du contenu de manière régulière, ce qui est la clé pour réussir sur les réseaux sociaux, c'est la régularité dans le contenu, parce qu'on ne sait jamais ce qui va péter. Même les gens qui vous disent qu'ils ont des méthodes pour faire buzzer des posts, très souvent c'est difficile de savoir ce qui va fonctionner. Euh, on arrive très facilement à voir a posteriori, à comprendre pourquoi le post il explose, mais quand on va le poster, on ne sait pas trop en fait. On se dit ça va probablement fonctionner, mais on n'est pas sûr. Par contre, c'est facile a posteriori de se rendre compte pourquoi le post a pété. Et après, on peut essayer de répliquer la stratégie et faire du double down. Mais au début, quand on démarre sur un réseau, on ne sait pas trop ce qui va fonctionner. Donc, restez concentré sur un réseau et continuez d'itérer. Et à être régulé dans le contenu. Et à pas balancer partout. Ah, c'est l'erreur de débutant, hein. Le mec qui veut être sur tous les réseaux. Non, non, non. Un seul réseau. Je voulais aussi expliquer un autre exemple pour terminer. C'est le dernier point sur les différentes manières d'acquérir du trafic depuis LinkedIn, Twitter, les réseaux sociaux et les communautés. C'est un exemple de Jump. Et Nicolas Fayon expliquait qu'ils ont envoyé un email en fait à Madines de leur solution. Et ils ont fait un article, Madines, sur eux. Et Madines l'a ensuite posté sur son LinkedIn. Ça a été officiellement ce jour-là le lancement du MVP. Et ils se sont pris un tsunami. Pendant un mois à Station F, ça a été la course, car ils avaient un product market fit abouti et une proposition de valeur solide. Le Covid a aussi aidé, car beaucoup de gens voulaient changer de vie, et il y avait un débat politique sur la précarité des freelances. Je sais plus trop ce que ça fait Jump, mais je crois que c'était une solution pour les freelances en rapport avec le financement de quelque chose. Ou c'est peut-être une mutuelle, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Madines a fait un article, et donc faut pas hésiter quand vous arrivez dans la presse, et ça c'est un truc qu'on avait fait sur une boîte à The Family, ça s'appelait Napimi. Je vais vous donner un exemple. Ils étaient passés sur France 24, le mec. Ils avaient fait une petite vidéo de 30 secondes sur lui et sur son outil, et c'était une application qui permettait de pouvoir booker une coiffeuse afro pour chez soi en fait, pour en fait se faire les cheveux, les tresses, etc. Et c'est un marché assez intéressant parce que en fait, je savais pas, mais les femmes mettent énormément d'argent dans les coiffures afro, les femmes qui ont des coupes afro. Et c'est un truc qui est vachement important pour eux. Et en fait, son application marchait super bien.
Et il avait obtenu de la traction, enfin pas de la traction, mais il avait obtenu une vidéo intéressante sur France 24. Nous, quand on a vu ça, qu'est-ce qu'on a fait? Je lui ai dit, écoute, mec, tu prends cette vidéo-là, tu la mets sur Facebook. C'est l'époque où Facebook marchait très bien. Tu la mets sur Facebook, sur ta page Facebook. Et ce que tu fais, c'est que tu me balances 100 euros dessus. Parce que ce qu'on voulait faire, en fait, c'était avoir du partage. Ce qui se passait, c'est qu'il avait commencé à balancer cette vidéo-là. Et nous, à l'époque, ce qu'on regardait énormément, c'était le CTR. Et le CTR, il a commencé à vraiment être extrêmement bon. Il y avait 4 ou 5% de CTR, ce qui est énorme, surtout sur la publicité. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont commenté et qui ont commenté et qui ont partagé. Et donc le post, en fait, on mettait de l'argent dessus, mais derrière, il continuait à être publié de manière organique à des gens parce que les gens se commentaient et mentionnaient leurs amis dessus, plus le partageaient de manière organique sur leur page profil. Donc, ça aussi, c'est une manière de capitaliser sur les réseaux sociaux. Si vous avez un article de presse, n'hésitez pas ou une vidéo qui est faite sur vous, à utiliser cette technique-là. Ça marchera pas forcément à tous les coups, mais il y a des exemples où ça a très bien fonctionné. Et lui, je peux vous dire que ça a été, alors je sais plus, on avait dû mettre 300 balles, peut-être même un peu plus, 500, parce que ça marchait super bien. Et ça a ramené des milliers de visiteurs. Pendant 2-3 mois, je crois que ça a été assez exceptionnel. Donc, le premier point, c'était de comprendre que les réseaux sociaux peuvent être des outils absolument exceptionnels pour récupérer vos premiers utilisateurs. On a vu quelques exemples, hein. N'hésitez pas aussi à en mettre en commentaire si vous en avez d'autres. Et les communautés, hein, donc tout ce qui est Slack et compagnie. Soyez juste un petit peu bienveillant quand vous faites ça, quand vous rejoignez des communautés, à ne pas poster directement votre produit, mais à essayer de participer un petit peu dans la communauté et à proposer de la valeur aux gens, de manière à ce qu'on ne soyez pas vu comme une personne qui prend et qui ne donne pas. Parce qu'il n'y a rien de pire que ce genre de profil, les gens qui postent que leur contenu, etc. C'est mi, 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 mi. Non. D'abord, tu rentres dans une communauté, tu respectes, c'est comme quand tu rentres dans un petit village chez quelqu'un, tu essaies de proposer de la valeur, et puis derrière, après, tu parles de ton produit. Product Hunt a aussi été pour revenir du coup à un deuxième point, un outil extrêmement intéressant pour beaucoup de boîtes. Il y a eu l'exemple de Crisp, qui a été, donc Product Hunt, comme disait Baptiste, a été une des premières étincelles, même s'ils avaient des utilisateurs dès le premier jour. Quelqu'un avait posté par hasard en fait le produit de Crisp sur Product Hunt, et ils se réveillaient un matin, ils ont commencé à avoir énormément de gens sur le site, ils se sont demandé ce qui se passait. Et ça, c'était. Ils avaient fini troisième ce jour-là, je crois, ce qui était un bon score, c'était en 2015. Et ça, ces premiers utilisateurs-là, ce qui est cool avec Product Hunt, c'est que tu as du monde en fait. Si tu arrives dans le top 5, franchement, tu récupères vraiment beaucoup d'utilisateurs et c'est absolument cool pour itérer. Parce que tu te bouffes du feedback sur du feedback sur du feedback sur du feedback. Attention aussi au feedback, hein, faut savoir faire le tri. J'avais même fait l'expérience moi-même, hein, le mardi, et alors moi j'ai pas eu de chance, j'ai lancé le mardi. J'ai fait une vidéo sur la chaîne, sur cette chaîne YouTube d'ailleurs, sur Product Hunt, avec plein de conseils, donc n'hésitez pas à la regarder si vous voulez. Et l'un des conseils, c'était qu'effectivement, le mardi, c'est le jour le plus difficile sur Product Hunt. Donc c'est peut-être pas le jour le plus intéressant pour se lancer au début. Je conseillerais plutôt le lundi ou le jeudi. Le dimanche, c'est mort, mais c'est facile d'être premier. Et le mardi, franchement, ouais. Et ça se vérifie toujours aujourd'hui, hein, je suis assez attentif à ça. Le mardi, ça a toujours été, je sais pas d'où ça vient. Si quelqu'un a la réponse, j'en sais rien. Le mardi, c'est vraiment le jour qui est compliqué, quoi. Il y a Wiglot aussi qui expliquait qu'il faut trouver des gens très influents sur Product Hunt, et que c'est une grosse préparation avant de faire un lancement là-dessus. Il y a Tally, qui est une boîte permet de générer des formulaires, qui est un concurrent un petit peu de Typeform, on peut dire. Très inspiré, avec un design très à la Notion. Euh, et ils ont utilisé Product Hunt de manière un peu différente. Alors, ce qu'ils ont fait, eux, pour vous dire à quel point aussi il faut être créatif, ils se sont servis de Product Hunt pour trouver des utilisateurs qui pourraient être intéressés par leurs produits, et ils les ont contactés en outreach. Et ils ont contacté des milliers de personnes. J'imagine qu'ils sont allés sur des outils qui faisaient des formulaires, qui étaient sur Product Hunt, et ils ont regardé les gens qui avaient upvoté. Et ce qui est bien sur Product Hunt, c'est que tu peux voir un peu, tu peux récupérer le Twitter du mec, tu peux récupérer le nom, prénom, donc après, c'est pas super compliqué d'essayer de le contacter derrière un outreach. Et ils sont servis de Product Hunt comme base de données, en fait, pour cibler les gens. Comme leur produit était gratuit, c'était aussi simple pour eux de partager l'outil avec leurs amis. Bon, ça, c'est parce qu'en fait, derrière, quand tu fais des formulaires chez eux,
Tu vas du coup poster avec tes amis, donc tu as Power by Tally aussi. Donc c'est encore la même stratégie de signature. C'était essentiel les premiers mois pour obtenir du feedback et faire le vrai lancement Product Hunt. Ils ont aussi utilisé des coupons pour Product Hunt. Donc quand tu fais sur Product Hunt un lancement, tu peux mettre si un coupon que les gens peuvent utiliser pour avoir un pourcentage de réduction. Et ils ont doublé leurs utilisateurs en l'espace d'une semaine. Bon, ils ont aussi des stratégies différentes hein, avec Twitter et Slack pour récupérer des premiers utilisateurs. Christopher Pasquier, le fondateur de Slide, expliquait aussi que Product Hunt te permet d'avoir une masse suffisante d'utilisateurs pour itérer significativement sur ton produit. Et on en revient toujours à la même chose. C'est que quand on cherche des utilisateurs, il va falloir essayer de trouver où est-ce que notre ICP se trouve. Et derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de la cibler de manière et de la faire venir. Et Product Hunt, il y a tellement de monde que si ça nous permet d'avoir si notre cible s'y trouve, il ne faut pas hésiter à faire un lancement. Abyssal, par exemple, ils ont récupéré à peu près 6 à 10 000 utilisateurs en l'espace de 2 à 3 semaines et plus de 500 feedbacks. Ce qui est cool avec Product Hunt, c'est que ça te donne une idée globalement de ce que tu peux faire après. Attention, il y a beaucoup de triches sur Product Hunt. Il faut vraiment avoir un plan et ne faire que l'exécuter. C'est vraiment clé de ne pas y aller au petit bonheur, la chance. Je voulais ensuite parler de différentes autres SaaS qui ont obtenu leur premier utilisateur à travers d'autres canaux. En particulier tout ce qui est inbound marketing, tout ce qui est SEO et tout ce qui est webinar. On a eu l'exemple de Freebie que je vous expliquais juste avant, qui au bout de 6 mois, ils ont lancé un blog où ils ont écrit plein d'articles sur le freelancing afin de nourrir le domaine et d'obtenir des inscrits sur leur landing page de préinscription. Ils n'avaient toujours pas de produit. Les gens qui s'inscrivaient avaient aussi des formulaires à remplir, ce qui leur a permis de récupérer du feedback. C'est d'ailleurs très intéressant ça. Les mecs qui viennent sur ton produit et tu fais en sorte de travailler ton onboarding pour récupérer du feedback. Ils ne s'inscrivaient pas à un service, mais à une bêta dans laquelle ils participaient à la construction du produit, et cela incluait des mois offerts, etc. Là aussi, il ne faut pas hésiter à inclure ces utilisateurs dans la conception de son MVP, en leur demandant leur avis, en leur demandant ce qu'ils en pensent. C'est quelque chose que je faisais énormément au début dans mes démos. Je leur demandais qu'est-ce qu'ils pensaient de mon pricing. Et je dois vous avouer que je m'attendais à ce que les gens me disent toujours bah oui, oui, très bien. Mais en fait, pas vraiment. J'ai eu énormément de feedback super intéressant. Et ça a été d'ailleurs un des points qui m'a fait switcher vers un système de pricing sous forme de crédit. Donc là encore, n'hésitez pas c'est toujours la même chose en fait. C'est que on va, ce flux d'utilisateurs qu'on va faire venir, ces premiers utilisateurs, on va récupérer ce qu'on cherche, c'est avoir du feedback qui va être à la fois quantitatif, c'est-à-dire en regardant leurs actions, en regardant les métriques, en regardant le nombre d'inscriptions, le pourcentage de conversion, ce qu'ils utilisent, les courbes de rétention, les cohortes. Mais on va aussi essayer à chercher à récupérer du feedback qualitatif, c'est-à-dire en leur posant les bonnes questions et en essayant de comprendre ce que eux ils cherchent, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils trouvent, etc. Et c'est un conseil que Freebie donnait, mais que j'ai entendu à maintes reprises, qu'il est conseillé de se concentrer sur le SEO dès le début de son produit, surtout si on est dans un projet de long terme. Tous les SaaS qui commencent, de toute façon, sont tous dans un projet de long terme, hein. La plupart des gens, la grande question, c'est est-ce que tu auras suffisamment de cash pour tenir sur la durée. Et la SEO, c'est toujours un cadeau que tu te fais au taux du futur. Parce que quand tu as plusieurs articles qui commencent à ranker, ça prend du temps, hein. C'est ça aussi le problème, c'est que euh, j'aime bien les stratégies de contenu, mais quand elles sont associées avec une stratégie de diffusion quelque part, soit dans des communautés, soit sur des réseaux sociaux, soit par une newsletter avec une liste qu'on arrive à agrémenter au fur et à mesure avec les bons profils. Mais essayer de juste écrire des articles et d'attendre que Google nous ramène le trafic, c'est souvent pas du tout une stratégie intéressante dans les 6 premiers mois. Ça prend du temps avant d'enquêter sur Google. Et surtout sur des mots-clés qui sont très compétitifs. Livestorm a aussi fait beaucoup de blog posts sur les décisions de making keywords, comme les best webinar software, etc. Il utilisait AdWords pour trouver les keywords et républier les blog posts dans les communautés comme grosshackers.com, Inbound, qui n'existe plus d'ailleurs. Et ils essayaient beaucoup de mentionner les boîtes sur leurs posts dans les réseaux sociaux quand ils parlaient d'eux. Beaucoup repartageaient, retweetaient
qui faisaient une exposition. C'est-à-dire que lorsqu'ils écrivaient un article et qu'ils mentionnaient un outil, ils postaient l'article sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, mais ils mentionnaient aussi la boîte en question, qui pouvait être mentionnée dans le paragraphe 56 en bas de l'article, par exemple, je sais pas où. Et les boîtes, bah, forcément, derrière, elles retweetent. Et là, pareil, tu grossis au travers du réseau de quelqu'un d'autre. Franchement, c'est toujours la même chose. C'est soit tu grossis au travers de ta base existante, soit tu grossis au travers de la base de l'audience de quelqu'un d'autre. Other People Network. Alors ça, c'est ce que j'avais dit. Moi, mes premiers utilisateurs, je les ai récupérés avec la stratégie des webinars. C'est-à-dire que j'allais contacter les gens qui avaient des audiences et je faisais des webinars chez eux. Et franchement, ça a bien fonctionné. Ça m'a pris un peu de temps, mais ce qui était intéressant, c'était que j'avais tellement de contenu que c'était assez rapide pour moi de pouvoir intervenir sur des webinars chez des gens. Par exemple, j'en ai fait un avec Shubham Sharma, j'en ai fait un avec Kevin Dufresne, j'en ai fait un avec euh, une école, Rocket School. J'en ai fait plusieurs avec d'autres boîtes. Enfin, il faudrait que je prenne la liste, c'était il y a longtemps. Mais ouais, j'ai fait une bonne dizaine de webinaires et franchement, ça a été assez rapide pour moi. Ça m'a pris à peine 2 heures. Euh, on faisait et tout de suite, j'avais une vingtaine d'inscrits et des inscrits de qualité en fait parce que il y a cette phrase qui dit que l'ami de ton ami est ton ami. Donc moi, vu que j'intervenais sur des webinars chez l'audience de quelqu'un d'autre et qui faisait confiance à cette personne, les gens qui regardaient le webinaire faisaient confiance à cette personne-là, forcément directement ils allaient me faire confiance et donc ils allaient faire confiance à mon produit et du coup, eh bien, c'était beaucoup plus facile pour moi de faire des démos avec eux et de récupérer du feedback de ces gens-là. AssoConnect, rapidement, leur bouche à oreille et l'inbound marketing sont devenus les 2 premiers canaux principaux d'acquisition. Donc AssoConnect a aussi fait beaucoup d'inbound marketing, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'ils ont fait sur leur blog, etc. Ou à faire des recherches plus approfondies. J'ai mis aussi 2 exemples. Alors, de salons. D'ailleurs, je me suis trompé parce qu'ils auraient dû être dans la catégorie après. Mais peu importe. Alors, Solen, Solen, c'est un outil qui permet de pouvoir mesurer la luminosité d'une pièce. Donc c'est très intéressant pour des gens qui, par exemple, qui sont des agents immobiliers, qui veulent pouvoir voir et indiquer une métrique pour que les clients puissent facilement identifier si chaque pièce de l'appartement qu'ils veulent acheter ou louer a de la luminosité. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un salon avec un stand dans un startup corner, ce qui ça leur a fait remporter un prix et de rentrer en contact avec Foncia, qui est une boîte énorme. Alors, ils ont ensuite été chassés par les promoteurs directement sur leur stand dans un salon spécialisé. Alors l'entrée, par contre, ça leur a coûté 2 000 €. Je me souviens plus s'ils avaient payé, mais peu importe, en tout cas, l'entrée coûtait 2 000 balles. Et quand tu es un exposant dans un salon, il expliquait qu'il faut bosser à fond les couleurs pour que le stand soit extrêmement visible. Et c'est vrai que lorsque l'on cherche à obtenir des cibles qui sont très peu digitalisées ou qui reçoivent énormément d'emails, mais surtout qui sont très peu digitalisées, les salons peuvent être un endroit assez critique pour récupérer ses premiers utilisateurs et son feedback. On n'y pense pas beaucoup parce qu'on a tendance à penser beaucoup réseaux sociaux, SEO, tout ce qu'on veut. Mais attention, il y a des exemples. Par exemple, Nodal View en bas, qui expliquait que les salons immobiliers, ça leur a ouvert le marché français. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand tu as toute la communauté des agents immobiliers qui se rejoignent dans un salon, bah là, tu vas forcément rencontrer une vingtaine, une trentaine, une quarantaine. Et c'est pareil, c'est du feedback en fait. Il faut voir que les 2 000 € que tu payes pour avoir ton stand, c'est les 2 000 € que tu payes pour récupérer du feedback en fait. C'est comme si tu payais des mecs pour donner du feedback et voir derrière des premiers clients. Alors eux, ça s'est bien passé parce qu'en plus, ils ont gagné un prix. Donc ça leur a donné de la visibilité. Ça leur a permis de rentrer en contact avec Foncia et du coup de travailler avec eux. Alors c'est pareil, attention quand on commence à travailler des grands groupes et quand on est une startup, parce que c'est tout de suite une exécution qui est encore très différente. Mais pour eux, ça a très très bien fonctionné. Et ça a été un des points d'inflexion de leur produit en fait, hein. Et on va enchaîner sur la partie outbound. Là encore, je vous ai listé beaucoup d'exemples hein, de boîtes qui ont servi de différentes choses pour récupérer leurs premiers utilisateurs.
mais n'allez pas jouer sur tous les canaux. Souvenez-vous de ce qu'on a dit au début du mindset. Faut essayer d'en identifier un et se concentrer dessus. C'est déjà suffisamment difficile de faire ça. Alors, si on essaye de faire ça, on n'a pas fini et ça va probablement tourner au vinaigre et ça va pas fonctionner. Donc, essayez de voir les cartes dans lesquelles vous êtes le meilleur, là où votre ICP est le plus facilement atteignable, et derrière de vous concentrer là-dessus. Sur un canal qui, en fait, est totalement pertinent pour pour toucher cet ICP. Trust avec 2 T. Pour faire connaître le produit, ils ont fait beaucoup d'outbound, car c'était une des expertises de son co-founder. C'est-à-dire qu'ils avaient un cofondateur qui était spécialisé dans l'outbound, donc c'était totalement naturel de continuer de capitaliser sur cette expertise-là pour acquérir les premiers utilisateurs. L'outbound, c'est le fait de faire de l'outreach, d'envoyer des cold emails, d'aller chercher les gens à la main par envoyant des messages. C'est tout ce travail de sales, hein. Et on peut être très créatif parce que par exemple, une boîte qui s'appelle Digitalism, pour récupérer leur premier utilisateur, ils ont contacté avec un courrier postal et un texte personnalisé. Et ça me fait penser à un truc que j'ai entendu la semaine dernière. Je fais une aparté parce que j'ai trouvé ça absolument brillant. En fait, quand on cherche à toucher quelqu'un et à rentrer en contact avec quelqu'un, tous les canaux ne se valent pas. Imaginons, par exemple, que l'on cherche à toucher, c'est Guillaume Cabane qui disait ça dans un podcast. Imaginons qu'on cherche à toucher un VP Sales qui gère 500 personnes dans une boîte. Bon, est-ce que la meilleure manière de rentrer en contact avec lui, c'est de lui envoyer un email? Est-ce que c'est la meilleure expérience qu'on peut avoir? Non, probablement pas. Surtout si c'est en plus un mec qui va vous rapporter plusieurs milliers de dollars par mois avec un plan. C'est probablement pas un email qui est la meilleure expérience pour lui. Et bah là, on a un exemple, par exemple, Digitalism, où ils ont essayé d'être un peu plus créatifs et ils ont envoyé un courrier postal avec un texte personnalisé. Et ça me donnait lieu à un autre exemple, c'est-à-dire que si on vous envoie une lettre qui a été écrite à la main, quelle est la chance que vous le mettiez à la poubelle sans l'ouvrir? Bah, vous allez forcément l'ouvrir en fait, parce qu'il y a un moment où vous allez vous dire que cette lettre-là, elle a été écrite par quelqu'un, donc vous allez l'ouvrir. Par contre, si vous voyez que c'est un truc qui a été automatisé avec un lien, enfin que ça ressemble à de la pub, quelle est la chance que vous allez foutre à la poubelle? La probabilité est énorme, peut-être 9 fois sur 10. Vous allez peut-être l'ouvrir, mais vous allez jeter un coup d'œil et jeter à la poubelle, quoi. Donc il y a aussi cette notion derrière où il faut mettre beaucoup de care pour montrer que c'est un humain qui est derrière, en fait. Et c'est toujours la même chose, même dans le cold email, hein. Les cold emails à la con sont spammy, qui sont trop longs à lire, etc. Mais ça n'a aucun impact. Ça marche pas. Enfin, ça fonctionne, mais dans les stratégies de volume. C'est-à-dire que vous allez faire des stratégies qui sont très spammy, où vous allez shooter beaucoup de gens. Et c'est des stratégies souvent de terre brûlée d'ailleurs. Penny Lane, ils ont fait beaucoup d'outbound au début, car personne ne les connaissait, donc c'est-à-dire avec des séquences d'emails. Ce qui, pour être honnête, ne payait pas vraiment. Ce qui a bien marché, c'est le lancement orchestré qu'ils ont fait en combinant leur création de leur boîte avec leur première levée de fonds. Depuis ce jour-là, ils n'ont fait que de l'inbound. Du coup, leurs commerciaux n'ont pas à faire le job dur, mais qualifient les leads entrantes, set up les démos et les réalisent. Ils ont donc de l'entrant qui convertit très bien. Alors, je ne sais plus pourquoi je l'ai passé dans l'autre bande, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que quand ils ont fait leur levée de fonds, ils ont dû avoir les articles dans TechCrunch, etc. Ils ont fait un lancement orchestré pour inonder LinkedIn avec plein d'articles. Et il faut savoir aussi ils étaient 7 cofondateurs, hein, sur Penny Lane, et ils avaient aussi vendu une ancienne boîte à Booking, donc c'était quand même des gens qui avaient un certain pédigré, et aussi du coup un réseau sur LinkedIn. Et ils ont inondé en fait LinkedIn avec l'annonce en faisant un lancement orchestré. Donc là, on est dans une stratégie qui est plus sur les réseaux sociaux. Et ils ont aussi du coup travaillé beaucoup sur l'inbound pour que le trafic vienne de l'inbound, qu'il y ait des inscrits, et derrière ces inscrits-là, il est qualifié avec des leads. Bon, Penny Lane, ils avaient déjà aussi du cash. C'est pas le cas de toutes les startups qui bootstrap. Je crois qu'ils ont autofinancé leur boîte, mais ou même pas, je sais plus. Je crois qu'ils ont peut-être même levé. Non, ils devaient l'autofinancer, je crois, mais ils l'ont levé. Je sais plus. Ils l'ont levé, je crois. Faut regarder. Euh... Ah oui, bah oui, ils ont levé. Je suis bête. Il a dit. Ils ont combiné leur création de leur boîte avec leur première levée de fonds. Donc ils ont levé avant de créer leur boîte. Et ça, les lancements orchestrés, c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien quand on a un réseau.
Wallaxy, pour récupérer leurs premiers utilisateurs, ils ont fait de la prospection LinkedIn en utilisant leurs produits. Ils ont testé énormément de campagnes avant de trouver ce qui fonctionne. Cela a aussi permis de récupérer beaucoup de feedback et de parler avec des gens qui n'étaient pas leurs clients et de comprendre pourquoi ils n'étaient pas encore leurs clients. Donc l'outreach, c'est pas forcément que sur l'emailing, hein. On peut faire de l'outreach aussi depuis LinkedIn. ShipUp, la majorité des boîtes qu'ils ont signées, ils venaient aussi de la prospection et des salons qu'ils ont fait, du referral et un petit peu de l'inbound marketing, mais ça a été surtout de la prospection. Et ShipUp, c'est un outil qui permet de pouvoir sans rapport avec le delivery de package, etc. Qu'est-ce qu'il fait chaud ici, moi. Bon, on a du coup un dernier exemple qui est de Hublot, Hublo, et Antoine Laurent expliquait que pour les premiers utilisateurs, ils ont été les chercher à la main et ils ont utilisé des bases de données avec des informations de contact. Ils leur pitchaient le produit avec quelques slides pour comprendre le besoin et ils ont même eu des gens qui leur ont proposé d'investir. Aussi, ils demandaient juste 15 minutes de leur temps, mais ça durait quand même régulièrement 1 heure. Voilà. C'est vrai que quand on va pitcher quelqu'un sur son produit, généralement c'est bien d'indiquer une date, enfin une durée de temps, comment ça va durer, combien on demande de temps à la personne pour être. Et souvent, plus on est transparent, mieux ça marche, hein. Franchement, alors, si je peux vous donner un conseil, c'est que les stratégies d'entourloupe, quand on fait de l'outreach, ça ne marche pas. Tous les trucs à la mort moelleux, du style oh, j'ai été sur ton profil. Ah, je suis étonné par tes expériences dans cette entreprise précédente. D'ailleurs, et après derrière, ça c'est du bullshit. D'ailleurs, on est câblé maintenant à sentir automatiquement quand quelqu'un il nous brosse dans le sens du poil derrière pour nous demander quelque chose. Donc, il y a un moment, faut être extrêmement direct et respectueux de la personne en face. Et si on peut lui dire combien de temps ça dure, combien de temps on lui demande, pourquoi on lui demande ça, et d'être très court pour respecter la personne, bah franchement, c'est souvent quelque chose qui va fonctionner 100 fois mieux. Alors je me permets de faire une petite pause parce que je me suis rendu compte cette nuit que je n'ai même pas parlé de mon produit et que ça peut être totalement pertinent pour trouver des premiers utilisateurs. Imaginons qu'on ait identifié un persona qui soit par exemple les SaaS, qu'on vend en SaaS. Moi j'ai créé une base de données d'entreprise sur The Company's API qui permet de pouvoir très facilement faire des, comme vous pouvez le voir sur les interfaces là, faire une recherche. Et j'ai énormément d'industries, j'en ai plus d'1 million. Donc ça permet de faire des choses qui sont très granulaires. Mais par exemple, si on tape SaaS, on va avoir la liste des SaaS qui apparaissent sur la plateforme et c'est tout le temps mis à jour, c'est tout le temps nettoyé, donc ça enlève les SaaS qui ne sont plus du tout en ligne. Et on peut facilement acheter des conditions et cibler par exemple par un continent et dire bah, je les voudrais uniquement en Amérique du Nord ou uniquement dans telle ville et je voudrais qu'ils aient absolument tant d'employés, etc. Ou tant de revenus ou qu'ils soient sur telle technologie comme HubSpot par exemple. Et on a la liste des SaaS qui vont apparaître ici. Et ce que j'ai essayé de faire et ce que je trouve qui est pratique, c'est qu'on peut très facilement les sauvegarder en un clic. Donc on a juste à cliquer ici sur Save as Companies. Donc là on en a 12 933. Et si je fais ici, on va créer une nouvelle liste SaaS et que je sauvegarde, bah, eh bien automatiquement on va avoir la liste de tous les SaaS qui vont être sauvegardés dans cette liste-là et qui vont pouvoir être téléchargés en un clic ici en faisant téléchargement. Et ça, c'est quand même pratique parce que ça permet en quelques clics de récupérer toutes les boîtes qui peuvent appartenir à son persona. Et ce qui est génial, c'est que si on prend une autre liste et que l'on fait par exemple ici, identifier les employés, on a juste à cliquer sur ce bouton-là ou à venir dans cet onglet ici, employés, et on va pouvoir en fait télécharger, identifier en temps réel tous les employés qui sont par exemple les CEO ou qui ont le marketing dans leurs job titles. Et ça va le faire en temps réel pour nous sans qu'on ait rien besoin de faire. En quelques clics, on clique, on revient dans 1 heure, on va recevoir un email et on va se retrouver avec une liste, par exemple, d'employés qui appartiennent à ces boîtes-là. Donc voilà, une petite aparté, parce que ça me semblait quand même important de le mentionner. C'est The Company's API et ça permet, avec un moteur de recherche et de l'algorithme pour trouver les employés en temps réel, de pouvoir récupérer en quelques clics toutes les boîtes qui appartiennent à son ICP. Allez, je vous laisse sur la suite de la vidéo. Et le dernier exemple, et on va s'arrêter là, parce que je peux vous dire qu'il je sais pas combien de temps il fait, hein, on est en mois de septembre, mais il fait chaud cette semaine-là. Ça va être sur le réseau personnel et le bouche à oreille. Et c'est aussi quelque chose que les gens sous-estiment. Parce que quand on fait partie d'une école, ou quand on a un réseau personnel,
ou quand quelqu'un dans notre équipe a un réseau personnel qui est très fort, il faut capitaliser dessus. C'est le premier truc à faire. Et Collect, par exemple, pour ses premiers clients, il a récupéré du bouche-oreille par itération successive, mais c'était pas l'exemple le plus perlant que je voulais. C'était l'exemple de ShipUp. Voilà. Ils ont utilisé leur réseau HEC au début pour trouver leurs premiers clients. Et franchement, ça, tu un hook, mais de malade. En plus, je crois que toutes ces écoles-là, elles ont toujours des books où tu vois tous les anciens élèves, etc. Mais et avec même les coordonnées de contact. Mais alors là, mais c'est de l'heure en barre pour les contacter. Parce que, salut, j'ai fait HEC comme toi, je monte cette startup-là, et si t'as 5 minutes, est-ce que tu pourrais me donner ton avis? Voici mes problématiques du moment. J'ai pensé que tu pourrais, que t'es la bonne personne pour y répondre. Au plaisir d'échanger avec toi. Un truc très court. Là, derrière, tu as des gens qui vont. T'as ton hook, en fait. Parce que vous avez fait tous les deux HEC. T'as ton referral. C'est ce qu'ils appellent un referral. Et combien de fois je vois des personnes qui ont la chance de faire partie de grandes structures comme ça et qui n'utilisent pas du tout leur réseau pour récupérer ses fournisseurs. C'est souvent le premier truc à faire. Et en plus, les gens sont souvent contents d'aider des. Enfin, je sais pas. Moi, je suis souvent content d'aider les gens qui ont des. Alors moi j'ai pas de diplôme, mais d'ailleurs tu vois, j'ai pas de diplôme. Quelqu'un qui a pas de diplôme, bah forcément je vais plus l'aider. Enfin, disons que je vais plus, je vais me sentir proche de lui. Donc j'imagine que quelqu'un qui fait partie d'HEC, etc. et qui un autre HEC vient lui parler ou les decks ou ce que vous voulez, bah, c'est plus proche en fait. Tu crées la proximité. Et c'est peut-être d'ailleurs une des stratégies au début qu'il faut faire hein, quand on fait de l'outreach, c'est d'essayer de créer la proximité. Collective, qui est une boîte de e-founders, les premières entreprises sont venues de leur réseau personnel. Et très vite, les freelances sont venus de l'inbound. Et ensuite, le gros des deux côtés supply et demande est venu de l'inbound progressivement. Donc, ce qu'ils ont fait, c'était un peu particulier parce que eux, c'est une place de marché où ils essayent de mettre en relation des entreprises qui ont des besoins à différents postes avec des collectifs de freelance. Donc, on est typiquement dans une stratégie de marketplace. Et les marketplaces, c'est toujours bon à savoir, mais c'est souvent le plus difficile à exécuter en termes de business. Tu as des effets d'échelle qui peuvent s'appliquer à partir d'un moment qui font que c'est fascinant comme business model, mais par contre, c'est très difficile à amorcer. Ça, tous les mecs qui ont fait des marketplaces, ils vous le diront. C'est très difficile parce que c'est le problème de la poule et de l'œuf, en fait. C'est que tu dois réussir à faire grossir les deux supplies de manière suffisante pour que chacun y trouve son compte. C'est-à-dire qu'une entreprise, si tu as trop d'entreprises mais tu n'as pas assez de freelance, c'est pas intéressant. Mais si tu as trop de freelance et pas assez d'entreprises, bah, c'est pas du tout intéressant non plus. Et donc, ils ont capitalisé beaucoup sur leur réseau personnel pour faire venir ce premier côté de la supply. Et la deuxième, ils l'ont récupéré les freelances par de l'inbound. Et progressivement, en fait, ils ont essayer que l'inbound fasse venir les deux côtés. Mais le réseau personnel a été un certain hack pour faire venir ces gens-là au début. Pour hacker un côté, en fait. Et j'imagine que faire partie du réseau Defenders a aussi aidé. Et enfin, Pick Your Skills, Arnaud Kaldichouri expliquait que son ancien employeur a été son premier client. Il lui a permis d'itérer et a grandement participé au succès du projet. Et là encore, pourquoi j'ai mis cette phrase-là? C'est parce qu'il ne faut pas hésiter à parler de son projet aux gens. Restez pas dans votre coin, en fait, à essayer de garder votre idée pour vous. Déjà, la vérité, c'est que c'est très rare les idées on vous les piquera pas. Franchement, la probabilité qu'on vous pique votre idée, elle est très faible. Et même si on vous la pique, la probabilité que vous fassiez la même chose un an plus tard par rapport à l'idée que vous aviez imaginée au début, elle est très faible. Il y a forte chance que vous auriez pivoté progressivement dans une direction qui va faire que peut-être votre produit n'aura soit pas grand-chose à voir, soit rien à voir. Donc, parlez de votre de votre SaaS à un maximum de personnes. C'est la meilleure manière de récupérer aussi ses premiers utilisateurs. Et là, on a un exemple où en fait l'employeur a été son premier client et a participé grandement au succès de son projet. Donc voilà, hein, différents exemples sur comment acquérir ses premiers utilisateurs. Je pense que celui-là est sûrement très populaire, hein, LinkedIn, Twitter, les réseaux sociaux et les communautés. Faut pas oublier que l'outbound et les salons sont un autre canal. Deux autres canaux, l'inbound, la SEO et les webinars peuvent tous aussi faire office de récupération de contenu, de récupération d'utilisateurs. Product Hunt est une carte intéressante, hein. J'aime bien Product Hunt, mais dans Product Hunt, on pourrait aussi mettre Reddit et Hacker News. Et enfin, n'oubliez pas de capitaliser sur votre réseau personnel et aussi sur le bouche à oreille hein, qui va se générer parce que vous allez créer de la proximité avec des gens. Et surtout, c'est quelque chose que je faisais beaucoup en démo, et je terminerai sur ça, c'est que
c'est pas grave si quelqu'un ne convertit pas. Ce qui est important, quand vous êtes en démo avec quelqu'un ou quand vous pitchez quelqu'un, c'est qu'ils comprennent votre proposition de valeur. C'est-à-dire comment, enfin, c'est-à-dire ce que vous faites en fait. Le truc que vous faites. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les produits qui sont compliqués à pitcher, qui font 150 000 trucs, ils sont très durs à pitcher en fait. Parce que c'est difficile de faire comprendre un truc très bien que votre produit fait très bien. Mais ce qui est important, c'est que les gens que vous pitchez, ils comprennent votre proposition de valeur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si vous avez un maximum de gens qui comprennent vos propositions de valeur, le fait qu'ils aillent faire des meet-up plus tard et qu'ils rencontrent des gens qui sont qui ont des problèmes que votre proposition de valeur répond, ils vont forcément parler de votre produit. Et c'est aussi une manière de pouvoir à terme récupérer encore d'autres premiers utilisateurs. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir quand je vois des gens qui commentent les vidéos et qui me disent ce qu'ils en pensent. Peut-être que j'ai oublié d'autres canaux, hein. N'hésitez pas aussi à les mentionner s'il y en a. Ça pourrait être l'occasion de pouvoir rajouter un petit peu d'autres stratégies. J'ai énormément de sujets à parler, hein, comme vous pouvez le voir, hein, c'est une tonne. J'aimerais énormément faire aussi une vidéo sur l'internationalisation et l'ouverture d'un pays, parce que j'ai plein d'informations. Et sur probablement aussi tout ce qui est trouver un fondateur ou un CTO, tout ce qui est levée de fonds aussi. Tout ce qui est levée de fonds, parce qu'il y a énormément d'informations que j'ai récupérées sur les heures à éviter. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir un petit peu les différentes vidéos pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va aussi faire une prochainement avec Valérian sur tout ce qui est migration, et on va aussi peut-être en faire une sur tout ce qui est UX, et en particulier sur tout ce qui est écriture et UX writer. Donc voilà, il fait super chaud, donc je vous laisse. N'hésitez pas aussi à regarder en podcast notre vidéo, et allez, à bientôt.